Moi, je vais faire un survol. Évidemment, c'est un sujet qui est très, très vaste et très dense. Donc, je vais vous apporter des clés de compréhension qui traitent des activités humaines, du système Terre et de la santé. Et l'idée, c'est de vous donner quelques pistes pour que vous puissiez ensuite réfléchir et qu'on puisse aller vers des choix qui sont les plus mesurés possibles. Alors, les activités humaines, qu'est-ce que c'est? Les activités humaines, pendant plusieurs centaines de milliers d'années, ça a été ça. Ça a été utiliser son corps pour se nourrir, construire des habitats rudimentaires en groupe et se cuisiner au feu, etc. Et puis, depuis quelques centaines d'années, une centaine et demie d'années à peu près, ça s'est transformé. Nos activités humaines se sont industrialisées et de manière très importante. On voit ici le trafic routier, le trafic aérien ici on voit qui est très dense à l'échelle mondiale, mais aussi l'usage des énergies, les centrales à charbon, etc. Les gros cargos qui nous amènent toutes nos fournitures, la pêche industrielle aux chalutiers énormes, l'élevage intensif, nos rayons pour nous approvisionner en alimentation, etc., notre cadre de travail habituel, et aussi un certain nombre de comportements humains qui ont été modifiés durant les dernières décennies. Je vais vous expliquer quelques bases, vous exposer quelques bases scientifiques. Et puis avant ça, on a dit, les activités humaines, c'est se nourrir, se loger, se chauffer, travailler, faire société, etc. Et elles s'inscrivent depuis le milieu du 19e siècle dans le cadre d'une industrie, enfin d'une société, d'une civilisation thermo-industrielle qui s'est globalisée, donc qui s'est mondialisée avec les années et qui suit le modèle qui maintenant est dominant, celui de la croissance économique et basé sur la production de biens et de services avec le système extractiviste, productiviste et consumériste. Tout ça, ça nous a amené à la notion d'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'époque géologique durant laquelle les activités humaines sont la principale force géologique qui modifie le système Terre. Donc on est la première force, nos activités sont la première force des transformations du système Terre. Et comme nous suivons un modèle économique et un modèle de société basé sur la croissance, il y a une accélération permanente, ce qui nous amène à une exponentielle d'à peu près tous les indicateurs et qu'on appelle la grande accélération, qui s'exprime très très clairement depuis les années 50. On voit tous les indicateurs de développement humain qui sont à la hausse, une très grande partie, et aussi les répercussions sur le système Terre avec les indicateurs plutôt de dégradation. Pour vous donner un indice de développement humain qui est pour moi assez marquant, c'est celui de la population et de la démographie, de l'évolution de la démographie sur les temps, enfin sur les échelles de temps. Là, ici, on a une échelle de 12 000 ans. Il y a 12 000 ans, on était à peu près 5 millions, 6 millions d'individus sur la planète. Et puis, ce faisant, nous avons évolué, nous avons compris comment fonctionnait une partie du monde et nous avons augmenté notre capacité à y survivre. Et de plus en plus important, et là, il y a vraiment une cassure qui se crée et qui crée cette exponentielle qui est vraiment très, très imposante et très vertigineuse, c'est celle de la révolution industrielle avec notamment les énergies fossiles et tout le matériel, toutes nos machines que nous avons développées. Donc, nous sommes dans un système ici où finalement la démographie est ce qu'on appelle en sciences dures une instabilité, dans un système qui devrait rester stable. Une très grosse instabilité, on est 1000 fois plus qu'il y a 12 000 ans. Et puis tout ça, ça a un impact sur le système Terre en lui-même, et on a défini, donc ils ont défini, l'équipe de Stephen et Hall, le concept de limite planétaire, c'est-à-dire des modifications du système Terre qui sont durables et qui vont perturber le fonctionnement et la stabilité de notre système, de notre maison à tous. On voit qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment dans le rouge, qui sont largement dépassés, et d'autres qui sont en passe d'être dépassés. Je vais être assez bref là-dessus, je pourrais parler de ça très longtemps, mais je vais me concentrer seulement sur celles qui sont le plus dépassées et celles qui sont les plus grosses menaces pour nous. Celle qui est la plus dépassée, c'est la perturbation du cycle biogéochimique de l'azote et du phosphore. En gros, c'est l'épandage des engrais et les déchets de l'élevage au niveau mondial qui se retrouvent dans les eaux et qui vont amener à une asphyxie des milieux aquatiques et qui vont amener à ce qu'on appelle des zones mortes aquatiques qui sont mesurées de manière exponentielle. Donc la croissance de ces zones est exponentielle depuis les années 60. Et à l'échelle vraiment plus large, ce qui est déjà en train de se produire, c'est une anoxie des océans. On appelle les événements anoxiques océaniques.
Et eux ont été un gros contributeur des précédentes extinctions biologiques de masse. Donc, on y va tout droit. La biodiversité, c'est la deuxième limite planétaire qui est la plus dépassée. On parle de biodiversité en chute libre. Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la 6e extinction biologique de masse, c'est-à-dire l'équivalent de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, et probablement à la même vitesse, voire plus rapidement que celle de la disparition des dinosaures. Nous attendons à ce que le seuil de disparition des 75% d'espèces, pour parler vraiment de « ça y est, nous sommes arrivés à la dégringolade de la biodiversité », nous pensons que le seuil de 75% de disparition des espèces sera atteint dans 250 ou 500 ans, ce qui est vraiment très très rapide à l'échelle des temps de la planète. Et puis, c'est probablement, comme j'ai dit, l'extinction qui est la plus rapide de l'histoire de la Terre. Donc on est face à quelque chose d'important. Je vous donne quelques chiffres. Ceux du WWF, de l'indice Planète Vivante en 2020, entre 1970 et 2016, c'est-à-dire en 46 ans, on a perdu presque 70% des animaux vertébrés, qui sont tous les mammifères, les poissons, les oiseaux, les reptiles, etc. La biomasse des mammifères sauvages, donc le poids total de tous les animaux sauvages, de tous les mammifères sauvages, a chuté de presque 4/5. Donc il reste à peu près 18% de ce qu'il y avait à la préhistoire, ce qui n'est pas grand-chose. Et puis, on voit aussi que ça touche les insectes, et notamment les insectes volants. Il y a une étude allemande de 2017 qui a montré qu'en 27 ans, nous avons perdu 76%, donc les 3/4 des insectes volants du territoire allemand, pour cette étude. Et puis, comme nous vivons dans un écosystème, la biodiversité, c'est un écosystème qui est très diversifié. Plus il y a de la diversité, plus ça va bien, mieux ça va. Et il y a ce phénomène de coextinction, parce qu'évidemment, dans cette diversité, une chaîne alimentaire, et il y a des prédateurs qui vont disparaître si leurs proies disparaissent. Donc, il y a une espèce de cascade, un emballement qui est en train de se produire. Et puis je crois que je vais faire un peu vite, mais si jamais pendant les questions, vous pourrez évidemment, on pourra discuter plus amplement de différents sujets. L'autre limite planétaire, c'est la transformation des milieux terrestres, qui elle est en passe d'être dépassée. Elle est probablement déjà dépassée. C'est en gros l'humanité qui transforme la forêt naturelle en espace de culture. Ici, on voit une grande étendue de forêt d'huile de palme, une palmeraie pour fabriquer de l'huile de palme. Et on voit qu'il y a très peu de biodiversité, etc. Et que actuellement, 75% de la surface, donc les 3/4 de la surface du globe, les 3/4 de la surface terrestre, est altérée de manière significative. Voilà. Le réchauffement climatique, vous avez probablement déjà entendu parler de ça. Le réchauffement climatique, c'est notre Terre qui est réchauffée par les rayons du Soleil qui viennent de l'extérieur et qui va restituer une partie de son énergie sous forme de rayons infrarouges et dont une partie vont être retenus dans l'atmosphère grâce aux différents gaz à effet de serre. Et puis, comme nous avons augmenté la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à ce moment-là, nous augmentons la température de surface de la Terre, la température de l'atmosphère, et ça amène à des phénomènes météorologiques extrêmes comme des ouragans, etc., mais beaucoup de crues dans certaines régions, beaucoup de sécheresse dans d'autres régions, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, l'augmentation des niveaux de la mer avec la fonte des glaces, mais aussi à cause de la dilatation par la chaleur, l'acidification des océans, la submersion des côtes, etc., etc. Voilà, le réchauffement climatique, pour vous faire un point, une photo de fin 2020. En fin 2020, nous avions un réchauffement de plus 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, qui est notre référence. Plus 1,2 degré. Et puis, ce réchauffement climatique est donc dû à la libération de gaz à effet de serre, qui sont le CO2, le dioxyde de carbone, le méthane et les oxydes nitreux dans l'atmosphère, qui sont exclusivement, actuellement, l'augmentation est exclusivement due aux activités humaines, c'est-à-dire tous ces gaz qui, par notre activité, par nos habitudes de vie, vont être libérés dans l'atmosphère. Principalement, nous parlons de la consommation et de la combustion des énergies fossiles, mais aussi la production du ciment, la transformation des terres, le fait d'avoir brûlé beaucoup de bois et le fait de faire de l'agriculture qui libère beaucoup de méthane et d'oxyde nitreux. Voilà, l'accord de Paris, c'est un accord entre plus de 150 pays de dire maintenant c'est stop, on va limiter le réchauffement climatique à maximum plus 1,5 degré par rapport à cette même référence pré-industrielle.
et de surtout rester bien en dessous de plus 2 degrés. Donc on est à plus 1,2 degré. Et si on regarde ici, c'est les courbes de la concentration des différents gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui, évidemment, prennent l'ascenseur à partir du début de l'ère industrielle. Le réchauffement climatique, c'est aussi des scénarios. C'est des scénarios, des prévisions pour l'avenir. Parce qu'on sait qu'il y a déjà des conséquences de changement climatique qui sont perceptibles, même largement perceptibles. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années, quelques décennies, quelques centaines d'années? Et le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est la plus haute instance, la plus reconnue dans le domaine, nous a fait des modèles, nous a proposé différents scénarios qui touchent aux activités humaines. Quel choix de société allons-nous faire? Quelles activités allons-nous avoir dans les prochaines décennies? Et celles-ci vont conditionner l'avenir climatique. Si nous continuons sur la tendance rouge, qui est celle du business as usual, c'est-à-dire faire un maximum de production, un maximum de capitalisation économique, etc., faire un maximum de croissance économique pour tous les pays, à ce moment-là, on prévoit d'arriver vers un réchauffement de plus 6,5 à plus 7 degrés d'ici la fin du siècle. Mais évidemment, le monde ne s'arrête pas à 2100, donc ce serait intéressant de voir jusqu'où ça va derrière. Et puis, dans le modèle vert, c'est le modèle le plus sobre, c'est celui le 2.6, c'est celui des engagements de chaque nation qui seraient les mieux respectés et les plus stricts en termes de réduction des gaz à effet de serre, etc. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette modélisation, qui est une modélisation des plus récentes en 2019? C'est que finalement, toutes ces courbes se superposent pour les 20 prochaines années à peu près, les 10 à 20 prochaines années. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique a une certaine inertie et qu'il correspond, celui-ci, aux émissions de gaz à effet de serre passées. Donc c'est un système qui est très lent et qui va durer très longtemps. Le CO2 a un temps de résidence de plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire que le climat actuel, on ne le verra plus jamais de notre vie. Changements qui vont s'accentuer dû à ce qu'on a émis par le passé et que le temps de résidence est très long. Donc, si on regarde cette modélisation, on voit que dans le pire des cas, on atteindrait les 1,5 degrés de toute façon autour des 2025-2030 et qu'on atteindrait probablement les plus 2 degrés ici autour des 2030-2040. Pardon, des 2040. Et si on prend le scénario le plus sobre, on pourrait probablement atteindre les plus 1,5 degré d'ici 2030 et les 2 degrés qu'on toucherait quasiment de toute façon autour des 2045. Donc, pour respecter les accords de Paris, ça va être très, très compliqué. Et puis, à cela, à ces modélisations, s'ajoute une autre contrainte, c'est celle des boucles de rétroaction positive. Les boucles de rétroaction positive, c'est des phénomènes qui s'auto-entretiennent, qui s'emballent, qui font un cercle vicieux et qui deviennent incontrôlables. Parmi ceux-ci, je vous en expose quelques-uns, mais assez rapidement parce que le temps me manque. Nous avons la déforestation. La forêt, c'est un puits de carbone, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de carbone qui constitue le corps des arbres, le corps des plantes, des végétaux et des animaux. Et puis, une fois que les forêts brûlent, à ce moment-là, il y a du CO2 qui est libéré dans l'atmosphère, qui va augmenter l'effet de serre, qui va augmenter le réchauffement. Et les forêts brûlent surtout à cause des sécheresses qui sont en train d'arriver. On l'a vu au Brésil il y a 3 ans et puis en Australie il y a 2 ans avec des méga-feux qui n'avaient jamais été vus par le passé. Et ceux-ci vont augmenter évidemment la quantité de CO2 qui va être dans l'atmosphère et ainsi contribuer encore à plus de sécheresse, plus de transformation des forêts et donc plus de forêts qui brûlent et plus de CO2 qui va dans l'atmosphère. C'est la même chose pour le dégel du permafrost, donc le pergélisol. C'est les terres plutôt au nord de l'hémisphère nord de la Terre qui sont en permanence toute l'année gelées. Et ces terres, elles ont séquestré une quantité de gaz, de méthane principalement et de CO2 qui est en train de se libérer parce que ces terres sont en train de se dégeler. Pardon. Donc c'est des phénomènes qui s'auto-entretiennent et qui vont s'influencer les uns les autres. Et on parle de point de bascule. Pour vous donner un parallèle avec la santé, quand on a un patient qui est fumeur, qui est jeune, à ce moment-là, il a un facteur irritant quotidiennement. Et puis, s'il arrête de fumer, il peut avoir une rémission, finalement, de l'irritation de ses poumons. Par contre, s'il développe un emphysème, s'il développe une BPCO, on se retrouve dans une situation où, même s'il arrête de fumer, il va garder les dégâts. Il pourra les freiner, mais il va les garder. Et on est dans cette situation où il y a déjà probablement des points de bascule
qui sont dépassés, on ne sait pas encore. Ce que la science nous dit, c'est qu'à partir de plus 1 degré de réchauffement, il y a un potentiel de dépasser des points de bascule pour certaines boucles de rétroaction. Et ce qui est sûr, c'est qu'à 2 degrés, ou peut-être en dessous, peut-être en dessus, ça reste assez flou, on est quasiment sûr d'avoir dépassé la majorité des points de bascule, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus avoir de maîtrise sur l'évolution du climat. Et ces phénomènes s'opèrent en cascade, c'est-à-dire que s'il y a un point de bascule qui est dépassé, il va amener un réchauffement plus important qui va lui-même faire passer les points de bascule des autres boucles de rétroaction. Tout ceci nous amène au scénario de la planète étuve, c'est-à-dire que grâce à nos activités humaines ou à cause de nos activités humaines, nous avons modifié la trajectoire climatique de notre système Terre et nous sommes en train de tomber dans un trou duquel on ne pourra pas ressortir. La limite de la falaise, l'arête de la falaise, elle se situe plus ou moins aux 2 degrés de réchauffement et on a vu que dans les prévisions, même les plus optimistes, nous allons probablement les dépasser. Donc, l'idée, c'est de ramener le plus vite possible le système Terre dans un petit coin de stabilité ici, au niveau climatique, pour éviter de tomber dans ce cercle vicieux. Je vais accélérer parce que le temps passe. Pourquoi est-ce que nous avons pu, et grâce à quoi est-ce que nous avons pu arriver à de telles modifications, arriver à un tel développement des indices, des indices humains, mais aussi à un tel degré de dégradation? C'est principalement car nous avons découvert des énergies, des sources d'énergie qui étaient ultra abondantes. On les appelle énergie magique parfois, c'est celle des énergies fossiles, le pétrole étant l'énergie qui est l'énergie utile qu'on peut mobiliser, qui est la plus concentrée par unité de volume ou par unité de masse. Et puis, en alliant l'usage de ces énergies-là avec notre ingéniosité pour créer des machines, ce qu'on a pu faire, c'est remplacer le travail de nos bras et de nos jambes par le travail des machines qui sont alimentées par une énergie ultra puissante. Ça nous a permis de faire un boom sur la croissance économique, la croissance du développement, mais ça a aussi engendré la grande accélération dont j'ai parlé précédemment. Pour vous donner un exemple, un laminoir industriel qui permet de fabriquer des plaques de métal qui sont indispensables à quasiment toutes nos machines demande l'énergie quotidiennement de 10 millions de paires de bras. Alors c'est sûr qu'on en ferait moins des plaques de métal s'il fallait 10 millions de vraies paires de bras par jour, sachant qu'on serait probablement moins nombreux sur Terre. Et puis pour vous donner un autre exemple, c'est celui d'une IRM 3 Tesla tête et cou, qui demande pour un seul examen l'énergie équivalente du travail de 500 personnes avec leur paire de bras, pour une journée. Donc l'énergie, les énergies fossiles, c'est ce qui est le moteur de notre civilisation, et elle est devenue complètement omniprésente et complètement indispensable à notre mode de vie. Ce qui est là un petit peu problématique par rapport à ce que je vous ai expliqué sur le changement climatique notamment. Et l'énergie, on sait que on puise dans des énergies qui sont fossiles, et si elles sont fossiles, c'est parce que justement, elles ont mis des dizaines à centaines de millions d'années pour se constituer. Donc les réserves que nous avons d'énergie fossile sont des réserves qui ne se renouvellent pas à l'échelle des temps humains, c'est-à-dire sur 1, 2, 3 générations. Ça va prendre des dizaines à des centaines de millions d'années pour reformer les stocks de pétrole et de charbon, etc., qui sont sous la Terre. Donc, nous avons, évidemment dans notre grande gourmandise de ces énergies, nous avons atteint le pic de pétrole conventionnel en 2008, c'est-à-dire que depuis, la production de pétrole est en déclin. Elle a été compensée par la production de pétrole non conventionnel, mais qui a ses limites, surtout qui a un rendement beaucoup plus faible et qui engendre des dégradations beaucoup plus importantes. Et le pic total du pétrole, tout type confondu, est attendu plus ou moins autour de 2025, c'est-à-dire dans 4 ans et demi. Même pas, dans 3 ans et demi. Et le gaz, c'est à peu près pareil. Et puis le charbon, il restera des réserves pour à peu près 200 ans, ce qu'on dit, mais plutôt aux États-Unis et en Chine. Donc on n'ira probablement pas accès. C'est plus difficile de transporter du charbon que du pétrole, vu que c'est solide. Voilà, ici, je vais passer, vu le temps. Ce qui est important, c'est là aussi, je vais passer, c'est que finalement, on nous vend une transition énergétique avec des moyens renouvelables, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on avait une énergie qui n'avait pas d'impact sur le climat, une énergie qui ne pourrait pas s'épuiser, on se retrouverait aux mêmes limites, c'est-à-dire qu'elle nous permettrait, cette énergie, d'augmenter la transformation du monde et on irait renier sur les autres limites planétaires comme la biodiversité en continuant à déforester, à pêcher tous les poissons, etc. Voilà, on pourra en parler pendant la pause si vous voulez, j'adore ce sujet. Les énergies dites, les nouvelles énergies renouvelables, photovoltaïques et éoliens, elles représentaient en 2018 à peu près 1% de toute l'énergie produite.
ce qui est très très dérisoire, sachant qu'il nous reste à peu près maximum 3-4 ans pour changer de notre fusil d'épaule. Je ne pense pas qu'on va y arriver. Donc, il nous faut aussi des ressources matérielles, notamment des ressources minières pour fabriquer tous nos biens et puis pour pouvoir donner tous nos services. Il nous faut beaucoup de sable, et le sable est en train de manquer. Il nous faut beaucoup de ressources minières telles que le phosphore pour l'agriculture. L'agriculture mondiale est dépendante des mines de phosphore. On fait de l'agriculture minière, et le pic est attendu autour des 2025-2030. Et puis encore, nous avons toute la problématique des métaux rares, des métaux précieux, des terres rares, etc., dont nos technologies sont totalement dépendantes, y compris celles des nouvelles énergies renouvelables comme le photovoltaïque et l'éolien. Une ressource qui est souvent aussi mise de côté, c'est les ressources des services écosystémiques. C'est en gros tout ce que la nature fait pour nous gratuitement, sans qu'on le demande, et dont on peut bénéficier. Pour vous donner un petit exemple, vu qu'il me reste très peu de temps, la pollinisation, tout le monde a déjà entendu parler des abeilles qui viennent polliniser les champs. 75% de l'agriculture dépend de la pollinisation. Si la pollinisation, on a vu, les insectes volants ont disparu, les 3/4 ont disparu en 25 ans, en 27 ans en Allemagne, on pense bien qu'on va avoir des problèmes de pollinisation et donc d'approvisionnement alimentaire. Voilà, ensuite, pour connecter tout ça à la santé, assez rapidement, je vous relis la définition de la santé selon l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Dans l'imaginaire collectif occidental, on pense qu'on va être en bonne santé, surtout si on habite proche d'un hôpital. Alors qu'en réalité, on va être en bonne santé si nos déterminants de santé sont de bonne qualité, si on a accès à une température, et là, typiquement pour les limites planétaires, ce qu'on est en train de menacer, c'est la viabilité de notre système Terre, et donc de menacer la température. On a besoin d'une température qui soit compatible avec la physiologie de notre corps. S'il fait 50 degrés avec un taux d'humidité très important, on va mourir de chaud. Ça, c'est une évidence. Mais on a besoin d'une météo qui soit suffisamment clémente. On a besoin d'un air qui est respirable, d'une eau qui est buvable et en quantité suffisante, d'une alimentation saine en quantité suffisante. Et si on peut avoir une sécurité au niveau social, c'est encore quelque chose qui améliore notre état de santé. Et puis le système de soins, finalement, lui, il n'a qu'une petite partie du gâteau de la santé, entre 10 et 25% selon les sources. Donc voilà. Pour vous parler des autres impacts, donc typiquement les dépassements des limites planétaires, ces dépassements vont avoir un impact sur les déterminants fondamentaux de notre santé, qui sont par exemple d'accéder à l'alimentation. Et le GIEC prévoit qu'à partir de plus 1,4 degré, sachant qu'on est à plus 1,2 degré à la fin 2020 de réchauffement, il prévoit une instabilité alimentaire à l'échelle des continents. Et il prévoit une instabilité à l'échelle mondiale des 2,4 degrés de réchauffement. Donc c'est pour dans quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, que nous allons faire face, ou que des parties du monde, certaines régions vont faire face à des immenses pénuries alimentaires. C'est tout à fait probable. Ensuite, il n'y a pas que l'effet de nos activités sur les limites planétaires, mais aussi ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, qui sont liées à notre comportement, la sédentarité notamment, mais aussi à des facteurs environnementaux comme le type d'alimentation auquel on va avoir droit, la quantité, les pollutions aux particules fines, la pollution au bruit, etc., etc. Et tout ça, ça amène à une mortalité d'environ 40,5 millions de morts prématurées pour l'année 2016, dont 42%, donc près de la moitié, surviennent avant l'âge de 70 ans, donc ce n'est pas uniquement dû au vieillissement de la population. Et puis, ces maladies non transmissibles, qui sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cholestérol, l'obésité, etc., les dépressions, les troubles psychiatriques, les problèmes d'addiction, les cancers, etc., représentent en Suisse 80% des coûts de la santé. Ça veut dire que 80%, on peut extrapoler, probablement que c'est moins, mais ça se rapproche. 80% de ce qu'on fait, c'est réparer les dégâts de nos activités humaines. Les impacts du système de santé, je le fais assez rapidement parce qu'il y a Sophie Meisser qui va probablement en parler, mais le système de santé mondial est responsable de 4,6% des émissions de gaz à effet de serre, donc à peu près 2 fois l'aviation, un petit peu moins que 2 fois l'aviation. Il est évidemment très gourmand en énergie, en matériaux, en eau, en ressources naturelles, et évidemment un gros pollueur. Il émet du CO2, mais pas que, il émet des médicaments, du plastique, des produits chimiques, des machines électroniques, etc., de la radioactivité. Et tout ça, c'est évidemment pas durable. Pour faire une très brève critique de notre système de santé, comme tout le reste de notre société thermo-industrielle, il est basé et construit sur le mythe du progrès dans un monde qui est dit infini, alors que le monde est en réalité fini.
Il est basé principalement sur les inégalités et le pillage des ressources, parce qu'on a besoin de beaucoup de matière et énormément de choses qui sont prélevées à bas coût dans des pays qui sont plutôt exploités. Et puis, on peut considérer que notre système de santé amène une plus-value artificielle en santé aux populations privilégiées qui y ont droit, et que ceci sera un phénomène éphémère dans le sens où, du moment où on aura une restriction au niveau énergétique ou au niveau des ressources, on n'aura plus accès à ces prestations. Donc, c'est très inégal dans le sens où ça va augmenter artificiellement la santé d'une partie de la population sur un temps donné pour réduire les déterminants de santé fondamentaux du reste de la population contemporaine et aussi à venir. Le système de santé, lui, est très, très vulnérable dans le sens où il dépend d'une économie très forte, sachant que l'économie suisse est basée principalement sur ce même phénomène qui est la marchandisation du monde, qui est la finance, etc. Et c'est pas au Bénin qu'on trouverait un bâtiment comme les HUG actuellement. Il a besoin d'une économie mondialisée aussi pour pouvoir acheminer toutes les denrées, etc. Il a besoin de ressources énergétiques, matérielles en abondance. Et puis, il y a une augmentation des besoins en santé, parce qu'on a une population qui est de plus en plus jeune et de plus en plus malade avec des maladies chroniques, mais aussi parce qu'on va devoir payer les conséquences du dépassement des limites planétaires. Donc, il est très, très vulnérable et par contre, il représente un acquis extrêmement précieux pour nous qui avons accès, qui sommes la tranche de la population qui y a accès. Si je me casse la jambe aujourd'hui et que je ne peux plus marcher, ben, je vais être très content si un chirurgien peut me réparer la jambe. Ça, c'est sûr. Ou si j'ai une appendicite, par exemple, ben, je serais très content de pouvoir survivre. Par contre, je vais devoir balancer, et collectivement, on va devoir balancer le risque entre bénéficier de ces privilèges à court terme et préserver les déterminants de santé fondamentaux. Parce que si j'ai une jambe qui est réparée, mais que j'ai plus à manger dans 3 ans, ou que j'ai pas d'avenir qui est favorable, je ne sais pas trop ce que je choisis. Voilà, donc je vais prendre 2 minutes, je vais déborder 2 minutes, je pense. C'est OK pour toi, Sylvain? OK, super. Donc, ça nécessite un changement de paradigme de pensée complet sur notre civilisation. Nous ne sommes pas dans un monde infini, nous sommes bien sur une Terre qui est une sphère de 40 000 km de périmètre, je crois, et qui n'a pas changé. C'est-à-dire que notre monde est fini. Il a une capacité de nous offrir ces prestations qui est déterminée, et il a une capacité d'absorber les dégradations qui est également déterminée. Comme on a vu avec le phénomène et le possible emballement climatique, la 6e extinction de masse, etc., nous avons besoin d'agir le plus rapidement possible. Et pour agir efficacement, ce qui est important, c'est d'agir à la source. Et quelle est la source? C'est nos activités, notre mode de vie, le mode de vie industriel dans lequel nous sommes nés, donc auquel nous sommes totalement habitués. Et puis, une des possibilités pour être très, très efficace, c'est, comme le confinement pour le Covid, on réduit la réduction. La réduction, ça peut être pour le système de santé qui représente une partie assez maigre de la santé des individus, mais qui a des impacts qui sont très très conséquents. Ça pourrait être une réduction des prestations médico-techniques qu'on va proposer, typiquement peut-être les choses qui polluent le plus, les dialyses, les soins intensifs, etc. Et je pense que c'est important de commencer à y réfléchir et d'y réfléchir plutôt assez rapidement parce que le temps presse. Et puis, nous avons une approche qui est intéressante en médecine, c'est celle de l'éthique. Nous avons une éthique biomédicale qui est actuellement encore beaucoup centrée sur l'individu. Et ce que je vous propose, c'est d'élargir cette éthique avec une vision globale. Nous avons besoin, pour préserver notre santé, de préserver la santé du système Terre dans sa globalité. Donc, quand je prescris un antidouleur à mon patient, déjà, depuis quelques années, je me dis combien ça coûte, est-ce que c'est jouable pour la société, mais je vais devoir me poser la question, qu'est-ce que ça a comme effet maintenant, ailleurs et demain sur les humains, mais aussi sur les autres espèces et sur le reste du vivant. Voilà, probablement que nous allons devoir revoir notre représentation de la maladie et de la mort. Ça fait à peu près 300 000 ans d'histoire d'Homo sapiens, durant laquelle nous avons été habitués à vivre la mort et la maladie au quotidien. C'est peut-être quelque chose qui va revenir assez fort et c'est important qu'on puisse l'apprivoiser, se remettre à la page avec ça. Et puis, évidemment, se tourner vers des pratiques, continuer à faire notre métier de médecin, de soignant, avec des pratiques médicales qui ont un impact le plus faible possible pour la globalité. Donc ça va être vraiment prendre soin, faire de l'accompagnement, du soutien, de l'éducation, de la prévention,
des thérapies qui sont d'humain à humain, comme la psychothérapie, l'hypnose, etc., ou les thérapies du mouvement. Et puis, les soignants ont un rôle très important à jouer, un rôle de leader et un rôle de plaidoyer, parce que pour la population générale, ils sont très, très crédités dans leur discours, et aussi parce qu'ils ont déjà mené des actions de plaidoyer, comme par exemple la lutte contre le tabac, la lutte contre l'alcool, etc. Ici, on voit la représentation des différentes focales qu'on peut donner à la santé individuelle, la santé publique, la santé globale, la One Health ou la santé unique qui inclut les animaux, et puis la santé planétaire qui inclut tout le système Terre, y compris la biodiversité, etc. Les messages clés, très rapidement, donc les limites planétaires, elles ne sont pas négociables. On ne peut pas demander au changement climatique d'attendre quelques années pour qu'on trouve des solutions. Il s'opère de toute façon. Par contre, ce qui est négociable, c'est toutes les conventions humaines. Ça peut être les lois, la question de l'argent, etc. Tout ça, c'est des conventions qui ont été créées entre les humains et qui peuvent se modifier. La fenêtre, elle est très courte. On pense qu'il nous reste à peu près entre 0 et 5 ans. Probablement qu'elle est potentiellement déjà derrière nous pour éviter la catastrophe de la planète étuve. Et puis, les choix, ils vont être très, très difficiles. Mais c'est des choix qui sont nécessaires de prendre. Si on attend trop longtemps, on aura la moins bonne décision qui va nous tomber dessus. Tout ça pour préserver la vie, évidemment, qui est notre rôle fondamental en tant que soignant. Et puis, le changement de paradigme, c'est pas seulement enlever les gobelets en plastique et les pailles. C'est questionner et sortir de notre système de civilisation. On est face à quelque chose qui est gigantesque. Mais on a des portes de sortie, évidemment, et c'est important qu'on puisse les prendre le plus tôt possible. Le déni, j'en parle rapidement parce que j'arrive à la fin. J'ai donné des informations qui peuvent être assez lourdes, hein, une espèce d'annonce de mauvaises nouvelles. Donc, je vous rends attentif aux potentiels mécanismes de déni auxquels vous pourriez faire face et de conscientiser ce qui se passe et de vous poser peut-être la question d'ici une semaine, un mois, pour savoir ce que vous avez retenu. Et puis, encore une fois, si on veut une équité en santé, la meilleure stratégie, pour moi, la meilleure stratégie, c'est de préserver le système Terre, ainsi de préserver les déterminants fondamentaux de la santé pour toutes les populations actuelles et toutes les populations à venir.